Je voudrais maintenant m'adresser spécifiquement à la femme camerounaise pour lui dire que notre vision du développement a toujours considéré la promotion du genre féminin comme un facteur prioritaire de notre réussite collective. Welcome to this March 2025 edition of Nation on Stage, in which the context of March 8 will nourish our conversation today. President Paul Biya, since his inauguration on November 6, 1982, has set out to promote the Cameroonian woman and to bring about gender equality. Earlier in his rule, he made the following declaration: I promise to pass through Parliament a law which will impose quotas of 60% for men and 40% for women in the assemblies and in all positions. At the National Assembly on November 6, 2018, the President said he will commit all his efforts to, quote, promote the role of women in our society. The question now is, has he actualized these promises? Has he redeemed them? The answer is yes. In fact, the promotion of equality of sexes and the empowerment of women has been upgraded into a strategic level in all the national policies of this country. During his 42 years of rule, the head of state has appointed 11 women as cabinet ministers. 33 women are sitting in the Senate and 61 are in the National Assembly. Furthermore, Cameroon is a signatory of most international and regional instruments such as the Beijing and Dakar platforms of action, plus the Maputo Protocol, that all seek the advancement of women in terms of their full participation in power structures and processes that follow them. Even Cameroon's #1 law, the Constitution and the Penal Code, both give the woman her rights and equality with men. Also, in the head of state's political party, the CPDM, there is a 30% quota for women into the top echelons. Basically, the #1 citizen has created a level playing field for women to compete with men without any obstacles. It is a fact that we'll try to bring out in this program of 1 hour and a half. Of course, I'm not alone in the endeavor. I am here with my colleague, Jean Atakna, who will introduce the guests. Hello, Jean. Welcome. Merci, Ebenezer Motale. Visage de femme face à la République, édition de mars 2025. Bienvenue, mesdames, messieurs. Ebenezer Motale, comme indiqué, moi-même constituant ce que je pourrais appeler l'exception générique sur ce plateau de PRC-TV, où prévaut, comme vous l'observez si bien, la loi du nombre. 4 dames contre 2 bons hommes. Le rapport est de 1 sur 2. Il reflèterait le rapport de force démographique au Cameroun. Petite revue de la représentation féminine sur ce plateau. 1. Docteur Mbida. Bienvenue sur le plateau de PRC-TV. Merci, monsieur Atangana. Vous êtes épouse Ngemba. Vous êtes inspecteur général au ministère de la promotion de la femme et de la famille. À l'échelle de la population camerounaise, combien de femmes êtes-vous? Alors, on estime la population féminine à un peu plus de 51% de la population, donc plus de la moitié. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de recensement général de la population au Cameroun. C'est vrai que ça remonte à quand? Ça remonte déjà à des années, mais on souhaiterait vraiment qu'il y ait ce recensement. Mais même au plan mondial, le Cameroun, enfin le monde, les femmes sont toujours un peu plus que les hommes, et donc le Cameroun n'est pas en reste. Ce plateau reflète exactement la physionomie mondiale de la démographie.
Je pense que on est dans cela. Les femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes. On en saura davantage tout à l'heure de Madame Fampo Denise, femme politique. Vous êtes avocate. Maire de Douala II, élue pour la première fois en 2007. Vous avez été réélu à plusieurs reprises à la tête de la même mairie, Douala II, en 2013, en 2020, pour le compte de votre parti politique. C'est lequel? Le RDPC. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, à l'échelle nationale, combien de femmes maires, MAI, comptez-vous aujourd'hui au Cameroun? Aujourd'hui, nous comptons 39 femmes maires au Cameroun. Vous avez une spécificité. Vous remplacez à ce poste de maire à la tête de Douala II votre feu père, que j'ai connu. J'ai eu l'honneur de le connaître, Dagobert Fampou. Oui. Qu'est-ce qui fait votre longévité à ce poste? Je pense qu'il faudrait déjà accorder ce privilège à un homme, le président de la République, Paul Biya, qui a bien voulu m'investir comme candidate du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et ensuite aux populations de Douala II, peut-être qui se sont basées sur les effets d'armes de mon père à la tête de cette commune. Numéro 3, professeur Difo Chinkam, Justine de son prénom. Vous êtes universitaire, vous êtes très active dans la promotion de la cause féminine au Cameroun, coordonnatrice du réseau More Women in Politics et d'autres réseaux encore. Je m'en voudrais de tout dévoiler d'entrée de jeu. Alors, avez-vous le sentiment dans ce combat d'être véritablement entendu? Alors effectivement, il faut dire que nous créons notre association en 2004. Vous voyez cette distance entre l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya en 1982. Ma foi, nous observons, en 1992, il s'engage à Maroua à faire de l'égalité entre les hommes et les femmes une réalité au Cameroun. Je dis waouh! Ben, on peut consacrer une vie à une telle cause parce que la vision politique encourage, n'est-ce pas, à accompagner le président de la République, à donner corps, à donner une étoffe, à donner du sens à cette vision de politique sous l'auréole spirituelle du président Paul Biya. C'est ainsi que nous nous engageons. Et aujourd'hui, les chiffres ont parlé d'eux-mêmes. J'acquiesçais et je me disais, waouh, on peut faire un tel bilan. Oui, le bilan est élogieux et nous disons merci pour cela. Nous savons évidemment que si le président a donné une vision paritaire en 2018, il a dit que si les femmes et les hommes lui accordent leur suffrage, il s'engage à accélérer le processus d'institutionnalisation, pas du genre, vous allez être surpris, de la parité. Donc pendant que les femmes cherchent le genre, le président de la République, dans sa vision constructive, dans sa vision bien élaborée, et cette construction philosophique, historique, qui au fil de l'eau améliore la place des femmes en politique et dans tous les domaines, lui, il est à la parité. Donc nous sommes très encouragés dans le travail que nous faisons. Alors je complète la présentation que je faisais de vous tout à l'heure, coordonnatrice nationale du réseau More Women in Politics. Vous êtes également coordonnatrice du réseau de la francophonie pour l'égalité femmes-hommes. C'est ça. Et puis autre chose, vous souhaitez que j'en parle, présidente de la Fédération nationale du Nambudo. Camerounaise de Nambudo à la faveur de la volonté de féminisation du mouvement sportif engagé en 2022 les deux réalités se président confondent en vous. Votre casquette qui renvoie à une sorte de féminité et le Nambudo qui ne représente rien sur votre port vestimentaire aujourd'hui. Mais je suis pratiquante, vous devez être surpris. Je suis ceinture noire 3e dame de Nambudo, ce qui n'enlève rien à ma féminité justement. Et je vous ai déjà vu en kimono. Numéro 4, Prudence. J'y vais avec beaucoup de prudence. Prudence Galega. Vous êtes juriste, vous êtes également experte en environnement, en politique environnementale. C'est, m'a-t-on dit, votre passion. Quelle évaluation faites-vous de votre contribution dans ce secteur nouveau qui, dit-on, est porteur d'avenir? Yes, thank you very much. I think firstly I need to express my
my gratitude for the honor to be part of this very exquisite and dedicated program in celebration of the Women's Day, and right here next door to the head of state himself, who is the guarantor of the freedoms and the rights of the people, and of course the freedom and the rights of the woman. And I think I stand here rightly, as you say, as one of the women honored by the head of state's appointment to be the first Secretary General female of the Ministry of Environment, being a magistrate and detached to that sector, gave me the opportunity to be fully engaged in environmental issues. And like you rightly said, environmental issues are emerging issues that came at, you know, the birth or the emergence of the concept of sustainable development in 1992. The world was in quest for a development pattern that was sustainable because of the challenges of poverty and poor economic growth and several other factors that were driving the world on the wrong path of growth. In Cameroon, this was important because we are a country that is based in the region in the world where nature is, you know, primary forest we have is the third in the world and supports the well-being of the people. In our development paradigm today, especially the NDS, the head of state himself has decided to orient the country away from gas and oil towards green, inclusive economic growth that is based on nature. So you see the position where I was placed as a woman to contribute in that process of ensuring that nature drives the growth of this country. So that was a good indicator of the head of state's will, and for which I'm grateful. For some time I was able to champion technically that cause. C'est visible sur notre plateau de PRC-TV, femmes camerounaises, femmes plurielles, multidimensionnelles, femmes singulières aussi, à l'instar de la première dame camerounaise, Chantal Biya. Portrait, parcours, promotion, nous espérons faire le tour de la question à la faveur de la Journée internationale des droits de la femme, édition 4e. Bienvenue encore une fois, mesdames et messieurs, sur le plateau de PRC-TV dans la livraison de mars 2025 de Face à la République. Elle est femme, elle est députée à Yaoundé dans l'Omfundi. Elle est originaire de la région du Nord-Ouest. C'est suffisant comme indice pour savoir qui c'est. Je vous aide un tout petit peu. L'honorable Judith Yeba Samameno est un modèle de femme politique dont le parcours mérite que l'on s'y arrête. Au point d'arrêt, notre guide, notre reporter, Sabraina Dji. If today, one talks of a 31% representation of women in Cameroon's parliament and a growing number occupying major posts of political responsibility, Judith Yeba Samameno is undisputedly a leading female political model to follow. Guidance counselor by profession and former vice principal, she forged her way into the political scene as a member of parliament from Fundi under the Cameroon's People Democratic Movement. Before I became a parliamentarian, I was a vice principal in Lycée Bilingue de Biemasi, and while I was working as a guidance counselor, I took interest in research, basically in the domain of gender and citizenship. I took interest into politics, and that is how I enrolled. I joined the CPDM party as a militant. First in the northwest region of Cameroon, I decided to join the Yaoundé 6 section as a militant, where presently I occupy the post of vice president of the WCPDM
for the Yaoundé 6th section. Originating from the Northwest region, her desire to serve Cameroon is guided by patriotic and non-exogenic considerations. Yaoundé has so many non-indigens from the northwest, from the north, from the southwest, from the west. So that is how our list considered the non-indigens who are in Yaoundé. That is how I put in my candidature and I succeeded. As concerns her political commitment, Judith Yeba Samameno doesn't fail to ignite the flame of the relationship between her brothers from the Northwest and the Fundi division. In Yaoundé, we have people from the Northwest, so many of them living here in Yaoundé and in my constituency. So I interact with them. We organize rallies together. They are always with me. When I call them, they are always there. I mobilize them. We are always together. President Paul Biya's contribution to empower women politically is a major push factor. It is thanks to the fact that President Paul Biya advocates for women and youth to be put at the forefront of his political commitment. Regardless of social constructs, her husband, a journalist, confirms his wife's devotedness to her motherly and wifely duties. It is always good to allow a woman follow her dream, especially given that we have a head of state who is opening up to women. Then why should I, the citizen, stop them from going when that is the direction in which the country is going? Women's participation and leadership in political and public life is crucial. Just like Mrs. Meno, they are called to shun all stigma and be the game changers they hope to see. Bienvenue sur ce plateau, mesdames, messieurs. Quand le président de la République, Paul Biya, parle de la promotion de la femme, comme nous l'avons entendu au début de ce programme, je retiens pour ma part que c'est un exercice qui doit être continu. Je retiens aussi que les femmes doivent être plus nombreuses en politique, au Parlement, dans les affaires. Je retiens enfin que c'est une question d'équité et d'égalité. Vous avez suivi cet extrait de discours avec moi sur ce plateau. Alors, comment appréciez-vous ce plaidoyer présidentiel en faveur de la femme? La parole est à qui veut la prendre? Madame Fampo. Oui, je pense que vous agressez à une principale bénéficiaire de cette politique du président de la République. Moi, je dirais président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parce que c'est le parti qui m'a investi pour que je sois là pendant 3 mandats. Et le président l'a voulu et il fait tout pour mettre en œuvre cette volonté. Déjà, dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il n'est pas question qu'une liste soit retenue sans que le nombre de quotas accordés aux femmes soit respecté. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu une évolution au niveau des femmes maires, une évolution au niveau des femmes députées ou sénatoriales. Et c'est les sénatoriales aujourd'hui où vous voyez 30% de femmes, ce qui est déjà une avancée très très appréciable, parce que le président l'a voulu. Et s'il ne l'avait pas voulu, vous avez posé la question tout à l'heure de savoir en quoi est due ma longévité. Non, ma longévité n'est pas uniquement due au travail abattu sur le terrain, mais c'est également dû parce qu'il faut d'abord être investi par son parti. Et c'est cette volonté du président de la République qui fait que les femmes aujourd'hui, maires, parce qu'il ne faudrait pas dire maire seulement, même conseiller municipal, il faut respecter un quota. Il y a un grand nombre de femmes conseillers municipaux, adjoints au maire, premier adjoint, deuxième adjoint. Lorsque nous faisons le tour, aujourd'hui nous sommes à près de 300 femmes, premier adjoint au maire, ce qui n'existait pas avant, parce que lorsque j'arrive en 2007, nous étions une vingtaine de femmes maires. Il y avait rarement des femmes, même adjoints au maire, on n'en trouvait presque pas. Et aujourd'hui, dans un conseil municipal, les femmes se font entendre. Et je pense que déjà, c'est une manière pour le chef de l'État de faire que la femme soit au devant de la scène et pour pouvoir faire passer sa politique. Il n'y a pas de raison qu'une femme maire ne fasse pas bénéficier les retombées de cette politique à la population féminine. Docteur Mbida. Oui, je voudrais, moi, voir la chose non pas comme un plaidoyer du chef de l'État, mais plutôt comme une vision.
Parce que, vous le disiez tout à l'heure, le chef de l'État dit « Je persisterai à consacrer tous mes efforts à promouvoir le rôle social de la femme. » Alors, et vous voyez que 2 ans seulement après son accession à la magistrature suprême, il donne un cadre institutionnel à la promotion de la femme. Il crée un ministère de la condition féminine à qui il donne la mission de promouvoir des mœurs susceptibles de faire respecter les droits des femmes. Et il ne s'arrête pas là. En 2004, ce ministère évolue parce que ce n'est plus la condition de la femme, mais c'est la promotion de la femme et de la famille. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, moi, de la condition féminine à la promotion de la femme? Je vois effectivement une dynamique pour aller de l'avant, parce que nous ne sommes plus dans la condition. Oui, on a vu que la femme avait des difficultés, elle n'était pas suffisamment éduquée, elle n'était pas suffisamment formée, mais 10 ans plus tard, il faut aller à investir sur la femme. Donc, dans la promotion de la femme, je vois une dynamique d'investir sur la femme, d'aller vers l'avant pour les femmes et dans tous les domaines de la vie publique. Donc, moi, je pense que, au-delà peut-être du plaidoyer, le chef de l'État a une vision pour la femme camerounaise. Une vision qui veut que la femme, cette femme-là, qui est épanouie, qui connaît ses droits et dont les droits sont respectés et qui a accès au même, qui a les mêmes chances, au même pied d'égalité que l'homme dans toutes les sphères de la vie publique nationale. Donc, je voulais faire ce propos-là pour montrer que le chef de l'État est parti d'un constat vers une dynamique d'avancement des femmes. Yes, Professor Defoe, I will take you a little bit on the theme of this year, which I will remind you is for all women and girls, rights, equality, and empowerment. Does it really encapsulate all the advocacy that people like you've been doing for women all these years? Oui, effectivement, pour toutes les femmes et les filles, égalité des droits, autonomisation et, vous l'avez dit tantôt, c'est quoi le... Oui, droit, égalité et autonomisation. Oui. Je voudrais dire qu'à la vérité, ce thème s'insère dans la vision politique du président de la République. Et cette vision politique, et en tant que juriste, j'irai beaucoup plus loin pour dire que nous enseignons dans la science du droit qu'on peut exprimer une vision, on peut l'affirmer, mais il faut qu'il y ait des garanties juridiques. Ce qu'on appelle en sciences politiques des béquilles institutionnelles. Et on va le voir très rapidement quand le président de la République parle de traduire en réalité l'égalité des droits des femmes et des hommes, et c'est le thème. Dès 1996, nous avons notre première constitution, et à partir du préambule, le tiret numéro 17 dit déjà ceci: l'État protège la femme, il protège la nation. La sécurité, la garantie juridique est là. Et en 2008, on a eu une modification de la Constitution, ce qui n'a changé en rien cette vision. Bien au contraire, on évolue en 2012 lorsque vient le chantier, le grand chantier de la compilation des textes. Et là, c'est ça, c'est le levier qui améliore le leadership des femmes en politique. On arrive en 2012, disais-je, avec la compilation de tous les textes qui étaient éparses et qui régissaient les élections au Cameroun. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous, les acteurs de la société civile, nous nous y inscrivons et, paix à son âme, le professeur Titi Noël, en son temps, il portait ce programme à bras-le-corps. Nous avons compilé ces textes et nous avons eu droit à 6 articles du Code électoral de 2012 qui consacraient la prise en compte du genre dans la constitution des listes de candidatures aux différents scrutins des listes et la prise en compte de la composante sociologique. Voyez-vous, madame qui est députée dans le Fundi et originaire, vous l'avez dit, du Nord-Ouest,
c'est le respect de la composante sociologique. Alors, nous disons que la prise en compte du genre récupérée au sein du RDPC par le président Paul Biya prescrit que sur une liste de candidats de 7 candidats, sur une liste de candidatures de 7 candidats, il faut au moins 3 femmes. Tout de suite, c'est les 30%. 30% de femmes, c'est garanti. Vous verrez, la meilleure, c'est que nous avons même réalisé la parité dans certaines circonscriptions à 2 sièges sans nous en rendre compte, à la faveur de la prise en compte du genre, puisqu'avec Elections Cameroun, une fois que cette disposition était consacrée dans le code électoral, Elections Cameroun était libre, avait le loisir de rejeter toutes les listes de candidatures à 2 sièges où il n'y avait que 2 hommes. Il fallait absolument un homme et une femme sur les listes de candidats titulaires. Vous voyez le résultat, il est facile à faire. On a la parité. Dans ces 6 circonscriptions à 2 sièges, on a la parité. Je veux dire qu'une fois que nous avons garanti, nous sommes entrés dans cette dynamique de sécurisation, de l'égalité des droits, de la vision politique du président Paul Biya en matière de leadership des femmes. Nous l'avons vu, il y a une marée montante des femmes à l'Assemblée nationale. En 2007, elles étaient 19. Après les élections de 2007, nous venions de créer More Women in Politics. Elles sont passées à 25. Beaucoup ont rigolé. Nous nous sommes dit non, nous fêtons les petites victoires et nous nous sommes remis au travail. C'est comme ça qu'avec le plaidoyer en 2012, avec le code électoral, elles sont passées à l'Assemblée nationale de 25 à 58. Et en 2020, elles sont passées de 58 à 61, réalisant ainsi la masse critique qui était attendue par les Nations Unies et plaçant ainsi notre pays sur la place diplomatique mondiale qui devient la référence en matière de réalisation des questions de genre en politique. Au risque de vous embarrasser, sur la base de ces performances, de ces résultats que vous attribuez bien volontiers au chef de l'État, Paul Biya, peut-on dire que le président Paul Biya est votre homme? Pas seulement à vous tous, l'homme des femmes. Mais le président Paul Biya est le mari de toutes les Camerounaises, c'est le papa de toutes les Camerounaises. Moi, je suis une enfant sans père, je vais vous dire, c'est une incursion malheureuse, peut-être une malheureuse coïncidence, mais si je ne le fais pas, c'est un manque de gratitude. Moi, je n'ai pas connu mon père, ma maman était ménagère. Elle a commencé à l'UC, elle a fait l'UNC, le RDPC, mais moi, elle était ménagère, elle vendait au marché Nkoulouloun. Moi, je portais les arachides sur ma tête à Nubel pour aller vendre. Je marchais à pied de Nubel à Bepanda pour aller à l'école. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être président du conseil d'administration d'une aussi grande structure, l'ART? C'est la féminisation, c'est la reconnaissance des compétences, de l'engagement citoyen qui peut se traduire en engagement politique. Donc, oui, le président Paul Biya est bien le papa de toutes les femmes. Yes, Justice Galega, you, during your working days, when you practiced magistracy, everybody knows you are very hard on men who violated the rights of their women. Now President Paul Biya has come up with all these legal instruments. Do you have the feeling that those discriminations have thinned out and it gives you some sense of satisfaction now? Yes, thank you very much. I'm going to answer your question, but I don't want to be left out from this very important profiling that you gave that demonstrates the impact and the relationship between the head of state's vision and how women are expected to take advantage of that vision to position themselves. Right. I think that was the first thing that struck me. I see a lady, I regret this. I know her very well. Somehow it had slipped off my memory. She comes from the Northwest. A lady from the Northwest in the center region who takes advantage. And that's the main challenge women have. Do you take the challenge? Do you think you are competent? Believe in yourself. I know there was a journalist also behind there encouraging her. And that's what we expect from the men, to make her believe in her ability to take advantage
of that vision and orientation of the head of state. I think it was the key message I got from that profiling. As a judge, a magistrate of more than 35 years, I definitely I've had the opportunity to appreciate what it means to have a leader who, firstly, I want to add on to what you said, not just the constitutional and legislative framework, but we have a leader who has decided to position his country on the international scene. Remember, if we are celebrating the International Day of the Woman, it's because we are aligning to a global movement, a global orientation. And if you look at his tenure, the tenure of the head of state, most of those global instruments, Cameroon is recognized and has established itself as a key actor in the international scene because of the multiple ratifications. We have a multiplicity, not only of human rights, but there are several related women's rights which require that you align to global commitments. And the head of state has ensured that Cameroon is placed on the global scene. And beyond that, there is, the obligation to be compliant. And I think you tried to demonstrate Cameroon, this is globally recognized. We have an established history of internalizing global agreements, a plethora of legislative, institutional, regulatory tools which women can use in defense of their rights. What I want to say is the tools are there. They exist. There may be some gaps, and of course there are gaps. But what is existing, in spite of the challenges with the electoral code, the constraints, you have reputable women like this who stand up to it. The one you profiled, we can take advantage of it. As a magistrate, of course, I applied the law without favor, without discrimination. However, the law gives me the latitude in terms of its application, its sanctioning, to be able to mitigate or aggravate based on certain circumstances. And of course, when it deals with the girl child, when it deals with women, those are aggravating circumstances for which you will give the maximum sanction to a man. So, I want to believe that Cameroon has the tools that it requires globally, nationally, to empower women. But to me personally, the biggest challenge are stereotypes. The biggest challenge are the biases which we need to be able to contain to take advantage of those instruments. Madame l'inspecteur générale, vous représentez 51% de la population nationale. C'est ce que nous avons retenu. Mais il y a des postes électifs et des postes nominatifs, si j'ose dire. Des postes de décision. Alors, vous deviez exiger davantage et pas seulement 50-50. C'est le chef de l'État qui veut déjà qu'il y ait 50-50 et il y tient. Alors, la première mesure qui est salutaire et que le chef de l'État a mise en place concerne l'éducation. Parce que tout part de là. Il y a dans certaines zones, on sait que l'éducation de la fille était véritablement en retrait. On privilégiait le jeune garçon, ce qui faisait que, arrivé à un certain niveau, les filles disparaissaient. Mais le fait d'avoir rendu l'éducation obligatoire, et pour les garçons et pour les filles, et même d'avoir rendu cette éducation gratuite, a fait en sorte que les filles se retrouvent désormais dans des positions où elles peuvent accéder aux postes de prise de décision. Et je crois que au ministère de la Promotion de la Femme,
le gouvernement nous a autorisé à mettre en place un projet que nous appelons le palmarès genre. C'est-à-dire que dans chaque administration, nous identifions les femmes dans différentes positions pour continuer à porter le plaidoyer du chef de l'État pour qu'il y ait plus de femmes dans les instances de prise de décision. Donc, évidemment, nous sommes en train d'aller vers l'avant dans l'envahissement, je peux dire, parce qu'il faut que les femmes envahissent ces sphères-là. Et il faut qu'elles se fassent des compétences, comme elle le disait, il faut qu'elles soient aptes à aller dans ces sphères de décision et à impacter. Et donc, le concept de he for she. Alors, le président, vous voulez tout envahir là. Le président de la République est champion du he for she. Il est champion du he for she et cette campagne a été lancée au Cameroun en 2016 par le premier ministre chef du gouvernement de l'époque pour que les hommes accompagnent les femmes dans l'accès aux postes de prise de décision et dans la vie publique en général. Donc, le président de la République est le premier he for she. Et beaucoup ont suivi. Et cette campagne, elle est en cours, hein, elle n'est pas achevée, elle est en cours. Et il y a eu un autre mouvement au niveau de l'Union africaine où les chefs de l'État ont adopté la masculinité positive qui fait que les hommes soient en même d'accompagner les femmes dans leur évolution, dans leur émancipation, dans leur accès à toutes les sphères des décisions. Le chef de l'État est légaliste parce que tout à l'heure on parlait des lois. Je dois déjà dire que notre Constitution consacre l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça vient même de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et comme elle le disait, au-delà de ces instruments, le chef de l'État, le Cameroun, a ratifié la quasi-totalité des instruments au plan régional et au plan international destinés à mieux promouvoir et à mieux protéger les droits des femmes. On peut en citer une pléthore, la CEDEF, le protocole de Maputo, la convention sur la torture, etc. Dakar. Dakar, il y en a tellement. Il y en a tellement. Et lui-même, il a dit qu'il va mettre en place une loi punissant les violences faites aux femmes. Et vous savez que le nouveau code pénal de 2016 intègre un ensemble de dispositions qui sanctionnent les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines et tout ce qui va avec. Donc, parce que le chef de l'État sait que ce problème de violence et de discrimination à l'égard des femmes fait que beaucoup de femmes se mettent en retrait parce qu'elles ont peur d'être violentées, elles ont peur. Donc, nous aussi, il faut qu'on cultive l'estime de soi pour mériter justement la perche qui nous est tendue par le président de la République. Yes, thank you very much indeed. Professor Defoe, you realize that men are still perpetrating this crime of violence against women, gender violence if you prefer. Now, you as the national coordinator of this NGO, More Women in Politics, what are you actually doing to ensure that everyone is aware that this is a crime against some other human beings called women? Effectivement, nous, dans notre réseau, nous travaillons avec les acteurs judiciaires et extrajudiciaires, avec les magistrats. Nous avons eu un programme où nous enseignons aux magistrats à l'époque, sur toute l'étendue du territoire, comment prendre en compte les dispositions de la CEDEF, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, pour les appliquer en justice. Et une fois que le président de la République, en tant que champion de he for she, fait de la promotion des droits des femmes, la promotion des droits de la jeune fille, une réalité et une cause nationale. Vous voyez, la vision est impulsée et nous devons accompagner. C'est ce que nous disons dans toutes nos formations, dans les centres de coaching, et sans dévoiler un secret, même à la gendarmerie aujourd'hui, il y a tout un programme qui est mis en place avec l'AFD, avec le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, pour sanctionner durement toutes les violences à l'égard des femmes. Il y a le numéro vert
le numéro vert d'appel pour les dénonciations. 1523. Voilà, il faut maintenant, le grand travail à faire, c'est quoi? Et c'est le lieu de le dire. Cette grande montagne n'est plus à l'extérieur de nous. Cette montagne qui bloquait, qui freinait la réalisation des droits des femmes, c'est dans leur tête. Les femmes, quand elles aiment, nous sommes nés pour aimer, pour manifester l'amour, pour donner la vie. Finalement, nous finissons par aimer nos persécuteurs, parce que la femme elle-même, au-delà, quand elle regarde tout l'environnement, elle se dit, mais où est-ce que je vais laisser mes enfants? Elle ne dénonce pas. Alors, pourtant, l'environnement est déjà propice. Tout le dispositif de punition, tous les mécanismes de prévention, de sanction sont mis en place pour la protéger. Il reste maintenant à amener les femmes à comprendre que dénoncer, c'est le premier pas vers la résolution, vers la prise en compte intégrale, vers de sa santé mentale. Parce que c'est de cela qu'il est question. Une femme dont les droits sont violés, sont violentés, sont bafoués, ma foi, il est difficile pour elle d'être une mère, il est difficile pour elle d'aller au marché et tirer avantage de ce programme d'autonomisation. Nous connaissons les filets sociaux. La plupart du temps, le problème, c'est quoi? C'est que la femme, aujourd'hui, lorsqu'elle ne ramène pas quelque chose à la maison, ben, c'est à la limite si le mari ne dit pas « mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Et finalement, nous lui disons non, il faut insérer, il faut être intégré dans tous les programmes qui sont mis en place par le ministère de la promotion de la femme. Vous voyez, vu ce glissement, on est parti de la condition féminine à la promotion de la femme. Or, votre courrier, justement, nous demandait de parler de la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous sommes de plein pied dans la promotion de la femme à tous égards. La promotion et la protection de son intégrité physique à travers la lutte contre les violences, le code de procédure pénale a renforcé les dispositions du code pénal s'agissant des gender-based violence, les violences basées sur le genre. Les violences sont devenues des circonstances aggravantes qui permettent de doubler la peine du bourreau. Donc, il est important aujourd'hui que nous continuions à renforcer cette stratégie de communication et de vulgarisation de cette loi. Moi, c'est le levier sur lequel il serait important d'appuyer. Yes, in a moment you have more time to talk about all these issues, but just to say we continue with the program and particularly to bring you another model woman, another trailblazer, who is Antoinette Justine Zongo Ngombane, a 1989 graduate of the National School of Administration and Magistracy, who is among the very first women to hold the position of Senior Divisional Officer. She inspires hope to other women to aspire in leadership roles, as Constant Ekole now reports. Résidence de Zongo à l'arrière-cour de la préfecture de Ngoumou, département de la Mefou-Akono, région du Centre. Madame le préfet est parée. Elle marque les premières empreintes de sa journée depuis son salon. Ces dernières consignes à la famille sont un moment de tendresse et de communication qui lui permettent de se ressourcer avant d'entamer sa journée de travail. Comme toujours, la tradition est respectée. Sa fille porte le parapheur et son sac à main au chauffeur qui les sécurise avant d'accueillir sa patronne pour le départ au bureau. Au bureau, les salutations et échanges avec les collaborateurs traduisent le respect et la reconnaissance de son autorité. Par un tour des différents services, elle s'informe de la dernière actualité puis renseigne ses visiteurs sur son activité préfectorale qui dure déjà 13 ans. Je suis resté aux côtés des gouverneurs pendant 12 ans et je vous dis, il n'y avait même pas à l'époque un esprit qui pouvait planer, penser qu'une femme pouvait exercer le métier. Donc je savais que j'étais conseiller du gouverneur à vie. Diplômée de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM en 1989, Antoinette Justine Zongo Nyambone commence sa carrière en 1989 au sein du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. En 2006, la préfectorale lui ouvre les bras quand elle est nommée première adjointe préfectorale à Idéa, dans la Sanaga maritime, région du littoral. Je suis arrivée ici, dans Ngoumou, comme sous-préfet, où j'ai travaillé pendant 5 ans. Et c'est ici que la promotion est arrivée au poste de préfet. Le président de la République m'a fait confiance en m'envoyant préfet dans le département du Koungri à l'ouest, où j'ai travaillé pendant 7 ans. Il a renouvelé sa confiance, sa haute confiance à ma modeste personne. Il m'a encore envoyé ici. Je suis à la 6e année.
Être dans la peau de préfet, rapporte-t-elle, impose d'énormes défis. Le grand défi d'abord, c'est la lourde responsabilité. Vous vous sentez, je suis la première femme, le président de la République fait de moi un préfet. On attend beaucoup de moi. Un quotidien de collaboration sereine, dont nous travaillons, tout le monde à ce niveau-là sait que c'est le préfet. Il n'y a même pas d'équivoque. Monsieur le gouverneur est là, quand j'ai un souci, je me réfère à lui pour demander comment gérer ce genre de... Quand j'ai même un autre souci qui est plus important, je demande audience, je peux rencontrer le ministre. Comme lui aussi, il m'appelle s'il y a un souci, il me dit qu'est-ce qui se passe dans votre département. Je rencontre, c'est vraiment un soutien sans faille. À la haute hiérarchie, alors je ne peux plus en parler parce que si je suis, c'est ça qui me réconforte, je dis le président de la République suit quand même ce que je fais comme travail. Parce que si je suis encore assise là aujourd'hui, c'est parce qu'il veut bien que je sois là. Donc je lui dis merci. Et ça, je sais que son soutien, alors c'est le soutien de Dieu qui nous donne la vie et c'est lui qui achève tout. Chez Madame le Préfet, la famille est sacrée et le rôle de la femme dans sa construction et celle de la société est crucial. Si vous voulez le paradis, il faut travailler. Il faut travailler et le Cameroun a besoin de travailleurs. Le Cameroun n'a pas besoin de gens qui savent danser, qui savent s'habiller. Non. Demain, pour vivre demain, il va falloir... Et c'est qui va travailler à leur place? Et particulièrement la jeune fille. Parce que c'est la femme qui est le ciment de la famille. Modèle de leadership féminin et de détermination qui incarne la politique du chef de l'État Paul Biya en faveur de la promotion de la femme, c'est tout bonnement qu'elle préside au lancement des activités relatives à la Journée internationale des droits de la femme qui se célèbre le 8 mars chaque année. Née le 2 septembre 1962 à Saint-Milima dans la région du Sud, Antoinette Justine Zongo Nyambon appartient à cette espèce rare dont le nom résonnera longtemps dans l'histoire du commandement territorial en sa qualité de pionnière comme femme préfet au Cameroun. Thank you very much, Constant Ekole. Justice Galega, you realize that what President Paul Biya was talking about, what I even said at the beginning, is beginning to be redeemed. We have top women now in the top administration who are becoming SDOs, and very soon, not too far from now, we'll certainly have governors. Your take? Yes. Firstly, my very quick take was, you know, even here, when they mentioned Madame Zogo's name, you could see appropriation. You know, I see a model of a woman who is finally representing women and proving that those areas of biases which the head of state through a singular act has decided to break, women can do it. That's the first thing that struck me. It takes the president in his wisdom to get into a domain that, of course, for a long time was a man's preserve, because they thought, I don't know why, maybe we'll talk about the military, but here I could not understand why society thought it probably may be the culture, because even in our tradition, the men didn't think that a woman could be a leader, and of course that position is one of order, giving instructions, commandement, you know, the way it's called. And I just think they believe that a woman cannot be the one instructing us. I understand the head of state said, give it a test. And I think a lady like this makes women honored. 6 years already. 6 years, and she said, for the head of state to have renewed it. Okay. I have the impression probably she does not even have a direct link. She says, il me voit, ça veut dire qu'il sait que je travaille. And that's comforting, to know that the head of state sees what women do and can endorse them. Des femmes en treillis, des femmes en képi, et même avec garde du corps. En plus, des femmes en écharpe,
dont vous êtes Madame Pampou, l'image est plus que jamais familière au Cameroun, dans le paysage institutionnel. Et pourtant, il a fallu du temps. Oui, il a fallu du temps, mais moi, je dirais le contraire. Parce que nous avons souvent entendu des gens dire, depuis 40 ans, le président n'a pas atteint ses objectifs. Ou que le Cameroun n'est pas arrivé au stade où les autres sont arrivés. Je dis non. Si nous revenons à l'AIGIF dont nous parlons, à la Journée internationale de la femme, qui voulait que les femmes parlent de leurs problèmes. L'AIGIF a été lancée pour la première fois en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes. Et c'est Lénine qui, en 2027, officialise pour la première fois cette journée internationale en hommage aux femmes qui avaient combattu auprès de lui pour la révolution russe. 1927. Vous pouvez reprendre votre phrase. Alors, en 1927, Lénine qui officialise qui fixe même la date du 8 mars. C'est Lénine qui le fait. En hommage aux femmes qui s'étaient manifestées lors de la révolution russe. Et ce n'est qu'en 1947 que les autres pays occidentaux adhèrent au mouvement. Et ça a commencé par l'Allemagne, le Danemark, etc. Et l'ONU, qui est l'organe régulateur dont tout le monde s'en prévaut, n'a officialisé cela qu'en 1977, c'est-à-dire près de 70 ans après. Le président Paul Biya, lorsqu'il prend le pouvoir en 82, 3 ans seulement après, il décide que le gouvernement adhère à ce mouvement. 3 ans après, même les Occidentaux ont attendu 70 ans. Et pour ce faire, il a créé un cadre dans lequel les femmes devaient s'épanouir. Comme on a dit, un ministère dédié à la femme. Il ne s'est pas arrêté là. On va dire 40 ans. Nous avons acquis l'indépendance en 60. De 60 à 82, il y avait une seule femme ministre. C'est-à-dire, après 2 décennies, il y avait une seule femme ministre. Faites le ratio vous-même. Delphine Sanga. Delphine Sanga, que tout le monde connaît, ministère des Affaires sociales, ministre des Affaires sociales. Le président Biya, bien sûr, il a fait 40 ans. Mais en 40 ans, il a pu près de 11 femmes ministres. Faites le ratio. Ça veut dire que presque tous les 2 ans, il nomme une femme ministre. Il n'a pas attendu 20 ans. Et c'est pour dire que le président tient à sa promesse. Lorsqu'il prend le pouvoir, il met la femme et les jeunes au cœur de sa politique. Tout ne peut pas se faire en un jour. Je vous ai cité les cas des pays avancés, que nous avons avancé. Nous aimons bien copier leur modèle. Ils ont attendu 70 ans pour accorder aux femmes ce droit. Mais le président, en 3 ans, l'a fait. Et aujourd'hui, il continue. Comme vous l'avez dit, nous avons des femmes en képi, nous avons des femmes en écharpe, nous avons des femmes... À l'époque primaire, on récitait, c'était facile de connaître qui était Delphine Sanga, c'était facile de connaître qui étaient 2 ou 3 femmes députées. Mais aujourd'hui, il y en a tellement qu'il est aujourd'hui, même à l'école, même au lycée, même à l'université, vous ne pouvez pas, même un étudiant en Sciences Po ne peut pas vous dire aujourd'hui qui exactement est ministre ou qui occupe des hautes fonctions au Cameroun. Dans l'armée, il y en a tellement, les femmes colonels, ça court les rues. Donc aujourd'hui, on a une femme députée, et pas députée, préfet dans la préfectorale, mais d'aucuns diront qu'il n'y a pas de gouverneur. Mais ça va venir. Mais on ne dit pas à quel moment les femmes ont commencé à s'intéresser à la préfectorale. Je voudrais poser une question. Dans leur quête d'affirmation sociale et dans tous les secteurs d'activité, jusqu'où peuvent-elles aller, les femmes camerounaises? Jusqu'où voulez-vous aller, Madame Pampou? Je pense, pour moi, pour ma part, que nous sommes arrivés. Mais sauf que c'est un processus. Les femmes camerounaises doivent être patientes. Madame la représentante du MINPROF l'a dit, il y avait un problème d'éducation, qu'on ne dit pas. Sur 100 garçons, 100 filles, 90 garçons étaient éduqués et peut-être contre 10 filles. Et il allait de soi qu'au moment de pouvoir à certains postes,
que ce soit les garçons mieux placés pour pouvoir ces postes. Mais aujourd'hui, le président de la République, pour parer à ces inégalités, a déjà consacré la gratuité de l'école primaire. Et cette gratuité voudrait que la jeune fille puisse au moins écrire et lire son nom. C'est déjà une avancée pour la jeune fille. Et quand une jeune fille sait déjà écrire et lire, elle peut déjà s'inscrire sur une liste électorale. Elle peut déjà aller voter, parce qu'il faudrait qu'elle lise quand même le nom du candidat qu'elle va voter. Voilà déjà des avancées. Et nous pensons que la femme et la jeune fille ne se limitent pas à Douala et à Yaoundé. Lorsque nous parlons de 51%, je pense qu'en ville, nous ne sommes pas 20%. Les 30% sont à l'extrême sud, à l'extrême ouest, à l'extrême nord, à l'extrême est, qui pour la plupart n'ont pas l'éducation qu'il faut. Et je pense que notre rôle également, nous les femmes de la ville, qui avons eu la chance de bénéficier de cette magnanimité du président, c'est de l'accompagner, comme le fait d'ailleurs très bien sa charmante épouse, à travers les organismes qu'elle a, qui font le tour du Cameroun pour éduquer les femmes, pour assister les femmes, ne serait-ce qu'il faut le dire, dans la couverture sanitaire. Nous allons ouvrir une page spéciale sur cette question. La contribution de la Première Dame. Je voudrais aller dans son sens pour dire que ceux qui pensent que le chef de l'État n'a pas avancé, c'est méconnaître ce qui se passe dans le monde entier. Je vais vous dire que dans certains pays du monde, à fonction égale, l'homme gagne plus que la femme. Dans certains pays que nous disons développés, or, ce n'est pas le cas au Cameroun. Alors, cette année, nous sommes 30 ans après Beijing. Il y a eu des domaines critiques qui avaient été identifiés pour amener les États à mieux adresser les questions de promotion de la femme. Mais comme je vous disais au début, le chef de l'État, lui, n'a pas attendu Beijing. Beijing, c'était en 1995. Et en 1995, on disait aux États de mettre en place un cadre institutionnel de promotion de la femme. Ce que le chef d'État, lui, il l'a fait en 1984 déjà. Donc, et pour aller dans le sens de l'éducation, de la formation des femmes, ce cadre institutionnel que nous avons comme ministère de la promotion de la femme et de la famille comporte aujourd'hui les 10 délégations régionales qui sont là pour encadrer les femmes, les 58 délégations départementales. Nous avons déjà progressivement, nous sommes déjà à 123 arrondissements couverts par la promotion de la femme et surtout 122 centres de promotion de la femme et de la famille sur l'ensemble du territoire. À quoi servent ces structures? Ces structures, justement, c'est d'aller prendre la femme à la base, au fin fond, dans les zones rurales et pour l'éduquer, pour la former, pour qu'elle soit autonome. Parce que nous voulons accompagner le chef de l'État dans le progrès. Parce que pour lui, le progrès ne peut pas se faire sans les femmes. Donc, les femmes, nous voulons porter le progrès avec le chef de l'État. Nous voulons aller de l'avant. Vous qui disiez, les femmes veulent aller où? Nous voulons porter le progrès et le développement. Nous voulons porter l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Et cette émergence, le chef de l'État l'a compris, ne peut pas se faire justement en abandonnant 51% de la population. Donc voilà, nous voulons aller dans tous les sommets. Je voudrais vous soumettre un petit exercice sur ce plateau. Permettez-moi de vous réduire à ce niveau. L'exercice est très pratique. Nous sommes en train de parler de la femme camerounaise dans la haute administration. Est-ce que chacune d'entre vous peut me citer au moins 2 noms de femmes camerounaises dans la haute administration? Je commence par vous. Madame Galiga. No. Yes. No ministers. I mean, we have Madame Baacha, Madame Ashiri, Madame Nalova, they are ministers. At least I can. Oui, nous avons déjà le ministre de la promotion de la femme et de la famille, Madame Catherine Abena. Nous avons Madame Marie-Thérèse. Nous avons Madame Ketchakoutel, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Et nous avons Nalova Komedi, ministre de l'enseignement secondaire. Et nous avons Madame ministre de la recherche scientifique, Madame Tchente. Nous avons également
Madame le procureur général auprès du TCS. Oui. Bon, oui. Alors, Madame Gounou, voilà. All right. Alors, je vous pose une autre question. Madame Justine Defoe. Voilà, qui est ministre? Présidente du conseil d'administration. On ne cite pas les contemporains. Bon, aujourd'hui, qui est ministre des Postes et Télécommunications au Cameroun? Madame Dibon Okay, now we have heard all these women are up there now, but as they are there, Justice Galega, what are women supposed to do to maintain or to deserve the president's appointing them? Yes. The confidence that he has. Yes, I think rightly it's a two-way relationship, a relationship of confidence which is conferred on whoever is appointed, and of course a relationship of delivery, and delivery relates to effectiveness, and I think that's a major issue. Maybe from a very broad perspective, there's usually that bias. Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est elle qu'on a désignée comme représentant pour cette élection when it comes to a woman? And my experience has shown that women in positions of leadership are very conscious of this challenge and offer double what their counterparts do. If you look at the women seated here, because they are aware of this bias as to their capacity, their competence, generally women invest a lot more when that confidence is given to them to prove that the choice by the head of state was not in error. Yes. And most of them are models. This does not exclude the fact that we may have some cases of incompetence, which in any case is the same with men, and probably in a higher percentage than with women. Yeah, not even because they are more. If you look at it in terms of percentage, I would think even the men, there's been no study, Madame Gifu, I don't know if you've done a study on that, but I think women generally are conscious, and again, they need to be more conscious because they stand as models. I did talk of the issue of modeling, and one of the key issues is, like she said, the entire women folk look up to you to be inspired, especially the younger ones, the girls. If they can get to where mommy is, each of us in our homes here are certainly faced with that challenge. Can I get to where you are, mommy? What can I do to get there? And so I think I did hear the representative of the Ministry of Women's Empowerment emphasize, and this is important, even when you are designated, you are a mayor, but your functions go beyond that of being a mayor. You are a model of a woman. You are a model of a leader in your cultural setting. You are a model in different spheres. And because you are educated, you are inspiring the young girl who desires to be educated to be able to get there. So in summary, I think a woman stands at a crossroad of delivery to prove as a model, once she has this confidence invested in her by the head of state, that she can deliver. Okay, now yes. Oui, j'aimerais ajouter que vous avez observé Madame le Préfet tout à l'heure, elle est préoccupée par le rendement. Elle est préoccupée par le regard que celui qui l'a nommée pose sur elle. Elle est préoccupée par le regard de la société, par les résultats. Elle sait que si elle a obtenu une grâce, c'est une grâce des résultats. Donc, finalement, la femme étant celle-là
qui est entrée en politique tardivement, on va le dire, les hommes nous y ont précédés sur la scène politique, elles ont besoin de démontrer qu'elles peuvent gouverner autrement. Pas autrement pour challenger les hommes, non, mais autrement pour dire que je suis ministre, je reste femme. J'offre à la société ce que je suis capable, ce que j'offre tous les jours dans ma maison, dans ma famille. À la vérité, je dois contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Et vous l'avez entendu dans le discours du chef de l'État le 31 décembre. Une pionnière pouvant en cacher une autre. Nous avons une femme puissante qui est un peu restée dans l'ombre. Madame le commandant de la Légion de gendarmerie du Sud, Madame Bella Cotoros, de 2007 en 2016. Elle a pris sa retraite aujourd'hui, mais toute une légion de gendarmerie dans la Grande Muette. Le président de la République en 2007 a pris le risque de lui accorder toute la Légion de gendarmerie du Sud. Personne n'a entendu parler de scandale, tout au contraire. Je crois qu'elle a eu plusieurs médailles d'honneur pendant qu'elle y était. Donc, sous le très haut magistère du président Paul Biya, nous pensons, et vous avez dit jusqu'où veulent aller les femmes, pour nous donner ainsi un plateau, pour nous exprimer jusqu'où veulent aller les femmes. Les femmes veulent aller partout, à tous les postes de décision, à mort humaine en politique, sauf à la présidence de la République. Nous ne soutenons pas ces candidatures parce que notre combat... Qu'est-ce que vous interdit parce que notre vision, c'est 30% de femmes à tous les postes de décision sur le chemin de la parité. Une fois que nous aurons réussi à corriger cela, je fais taire les journalistes qui nous disent « mais il y a des femmes candidates à la présidentielle, là-bas il n'y a qu'un seul siège, il n'y a pas 30%. » Nous sommes pour l'instant en train de viser les 30% à tous les postes de décision sur le chemin de la parité. Alors, comment obtenir cela, par exemple, à la tête des mairies, où on a 12% de femmes aujourd'hui, elles sont 39 femmes maires titulaires. Nous avons le code électoral que le président de la République nous a pratiquement offert. Alors, dans le code électoral, nous avons l'article 298 qui dit que les dispositions, les textes réglementaires viendront en tant que de besoin définir les modalités d'application de la présente loi. Je pense que pour qu'on améliore, pour qu'on aide le président de la République dans sa vision paritaire promise aux femmes en 2018 dans sa profession de foi, il faudrait bien qu'il y ait ce décret d'application qui précise la constitution des listes des candidats dans les mairies pour qu'on ait 30% de candidats dans la constitution des listes à l'accès aux communes. Ainsi, on pourrait espérer qu'en 2026, on passe de 12%, peut-être à 15%. Nous sommes sur le fil de l'eau, nous y allons progressivement. Ce n'est pas évident. Je vous ai dit tantôt que malgré tout cet arsenal, la montagne est encore dans la tête des femmes parce que c'est elles-mêmes qui doivent prendre l'engagement de s'inscrire en politique comme candidate, comme électrice d'abord, femme élie et fais-toi élire. Nous sommes dans un processus de massification des inscriptions des femmes sur les listes électorales pour corriger cette disproportion entre le poids démographique et leur poids politique. Elles sont moins nombreuses sur les listes électorales aujourd'hui. Il y a un problème. But they are not, they are not registering. Only 3.6% have registered for the presidential election. C'est ce que je dis. Nous sommes en train de travailler là-dessus. À partir de demain, du 5 au 8 mars, nous avons travaillé avec Elections Cameroun pour qu'il y ait un poste d'inscription à la poste centrale. Toutes les femmes qui iront au défilé et qui ne se sont pas inscrites vont profiter de cette occasion, soit au début, soit à la fin du défilé pour s'inscrire. Donc, nous pensons qu'un décret d'application viendrait donner du sens, viendrait donner corps et étoffe à la loi de 2012 pour que le président de la République voit enfin au moins 30% de femmes à la tête des mairies en 2026. Yes. Je voudrais ajouter, pour aller dans son sens, que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a pris sur lui de former, d'élaborer un manuel de formation politique des femmes. Ça aussi, oui. Donc,
nous accompagnons, nous coachons avec ONU Femmes, avec les partenaires au développement, nous coachons les femmes qui veulent bien se porter candidates aux différentes élections. Donc, ça peut permettre... Y compris l'élection présidentielle. Ah, mais non. Mais non. Donc, dans nos villages, il n'y a pas de chef. Dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. Well, Pour l'instant, c'est 30%. Thank you, ladies. We'll continue with the conversation. Now to step on to another topic, entrepreneurship. What has President Paul Biya done? Well, we've heard what he's done in enhancing women to excel in the business sector. So what has happened? Let's first of all have this report. Some women in the north of Cameroon are pushing for made-in-Cameroon products. This group, led by Sylvie Asta Tizi, focuses on non-wood forestry processing to empower rural women. And this report is coming to us from Iya Acham Alim of CRTV North. À Garoua 3e, son nom est cité en exemple autant dans l'attitude que dans les performances. Self-made woman, Sylvie Asta Tizi est une leader incarnée dans cet arrondissement semi-rural qui tient sa réputation du dynamisme des femmes. Mon rôle ici, c'est d'abord de coordonner toutes les activités au niveau de l'entreprise. Dépourvue de toute enseigne, à Sanguéré-Paul, cette unité de production dispose pourtant d'une mine d'or. Ici, l'institutrice de l'enseignement primaire et maternel de formation encadre plusieurs femmes venues des quartiers et villages environnants dans le domaine de la transformation des produits issus des arbres forestiers non ligneux, notamment le karité, le baobab et le nîmes, entre autres. Avant, je faisais dans la transformation de l'huile de Nîmes et je le faisais traditionnellement. Donc, je collectais, je partais concasser à la pierre et j'écrasais à la machine. Et deux fois, je pilais dans le mortier. Et même au niveau du karité, c'était pareil. Sous la bannière de Scope Kareti, entendez la société de coopérative simplifiée des productrices des huiles végétales brutes à base des produits forestiers non ligneux, la native de l'âme dans le département du Mayo-Loti, région du Nord, dirige plus de 70 femmes animées par la passion de ce type d'entrepreneuriat dans les 3 arrondissements de Garoua. Je dirige cette association depuis le 3 août 2019. Donc nous avons des équipes techniques qui sont sur le terrain, qui s'occupent de la collecte et qui s'occupent du stockage, de la transformation. Donc c'est à partir de là que nous avons le produit fini. Accompagné et appuyé par le partenaire GIZ, nous avons l'huile de Nîmes qui sort de cette unité de transformation, le beurre de karité, nous avons l'huile de baobab qui sort de cette unité de transformation, nous avons l'huile de balanites et nous avons le caïcédra. Nous avons aussi les produits agricoles que nous faisons. Nous avons l'huile de moringa, nous avons l'huile de sésame, nous avons l'huile de ricin, nous avons l'huile d'avocat, nous avons l'huile de coco. Ayant bénéficié de multiples formations pour mettre en relief le Made in Cameroun, l'actuelle directrice de l'école maternelle de Boclé est déterminée à mettre ce savoir-faire au profit de ses membres. J'ai été au Burkina Faso, nous étions au Gabon et nous étions en Guinée équatoriale. Et nous avons eu à échanger avec ces entrepreneurs et où on a aussi essayé de voir ce qu'on peut copier d'eux pour améliorer notre façon de faire ici au Cameroun. Présidente du comité d'arrondissement de la Croix-Rouge de Garoua 3e, présidente du réseau des organisations féminines de cet arrondissement,
Sylvie Astatizi est convaincue que le génie créateur se conjugue principalement au féminin. Pour beaucoup, elle est perçue comme une influenceuse positive dans le Nord. Madame Astatizi est une femme vraiment dynamique, très dynamique. Elle a commencé avec nous, on était à 0. Mais à ce moment où je vous parle, elle a pu apprendre aux femmes comment économiser, comment survivre, comment envoyer les enfants à l'école. Tout ça à base des produits que nous pressons ici, les huiles que nous obtenons. Cela a permis aux femmes de se prendre en charge. Cette quinquagénaire, habitée par la passion de rendre ses pairs plus autonomes, se déploie aussi ces derniers mois dans le secteur agro-pastoral. Un bel exemple d'ouverture au monde pour cette épouse et mère accomplie. Thank you very much, Sham. At this point, we'll probably get something from the mayor of Douala too, because what we saw there was transformation. It's import substitution. And we now see that women are very much engaged in this. Now, it's probably happening in your area of command. Now, what do you think, are there any impediments to import substitution, transformation for these women, or it's just an open field where they can do what they like and prosper, also bring the economy of Cameroon into positive? Oui, cette égalité de sexe que nous réclamons tant, et c'est pour que le Cameroun soit vraiment développé. Vous savez, il est difficile d'atteindre le point culminant lorsque la femme n'est pas éduquée. Vous savez, lorsque la femme est éduquée, c'est la famille également qui est éduquée, puisque c'est la femme qui passe plus de temps avec la famille et les enfants. Lorsque vous voyez une femme comme celle-là, qui s'emploie à éduquer tout un village, et vous conviendrez avec moi que ce village gagnera un point. Nous qui revendiquons les places au sommet dans les sphères de décision, une femme comme ça, s'il faut élire un maire dans ce coin, je ne suis pas sûr qu'un homme la battrait. Et je prends le cas sur moi. Dans ma commune, j'ai fait construire un centre de formation des femmes, dénommé Maison de la jeune fille Chantal Biya, qui forme les femmes, effectivement, à la transformation des produits de base, tels que le manioc, le maïs, et etc., la couture, l'esthétique et la cuisine, bien de choses, hôtellerie. Parce que nous nous sommes rendus compte, comme vous le dites, c'est après un constat, ça fait quand même 18 ans que je suis là, nous avons constaté que malgré le fait que la femme soit la masse que nous constatons, mais cette masse n'est pas éduquée. Elle n'est pas formée. Il fallait former la femme pour que la femme soit à même de revendiquer ses droits et de comprendre ses droits, parce qu'elles ne sont pas uniquement formées. Parce que là, c'est une institutrice, je pense qu'elle n'est pas allée plus loin. Vous verrez qu'elle apprend au moins à ces femmes peut-être à lire, à écrire leur nom. Nous apprenons également à ces femmes à écrire et à lire, et même à l'utilisation de l'outil de l'informatique. Parce que quand on est informé, on peut faire plusieurs choses. Et c'est en cela que nous pouvons aussi également aider le président qui nous a accordé cette chance, en aidant aussi les autres compatriotes, les femmes, à pouvoir s'autonomiser, parce que c'est là le point culminant. Tant qu'une femme n'est pas autonome, il est difficile que cette femme, comme vous le dites, soit leader en politique, parce qu'elle sera toujours sous la houlette de la personne qui lui donne tout, qui pourra lui dire « tu ne peux pas faire la politique, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça ». Une fois pas qu'elle viendra rivaliser son mari, quand même non, mais elle sera même de lui expliquer le bien fondé de ses actions et pour aussi aider la famille et aider toute une société entière. Yeah, Justice. Yes. Just to add to what Madame Mayor has said, there are two things that are very striking to me in terms of how the head of state's policy can influence or drive a complete transformational change that we want. The first thing is this Lady Sylvie is functioning
within a structure, maybe an association, an NGO. And I clearly see that rooted in the wave of change that got into this country with the head of state opening up the laws of liberty, the laws of association in the 90s, soon after Beijing, led to a whole transformational movement in this country. I was a jurist. At the time I was a magistrate, but I didn't even have a choice. The movement was so powerful that you were called into groups to enable them to get registered, to be recognized. And you began seeing groupings of women having recognition. And because they were in groupings, and there was this move for women's participation, emancipation, they could use those platforms, development partners, institutions, organizations. And I see that clearly happening in the case that has been profiled, when women cluster into a platform, a network, they can empower each other. And I am very certain that she had not investors, but partners who can use that platform now to empower them. That's a clear impact of the opening up, the liberalization for women to function in groups. The second thing I see very clearly, I come from the Ministry of Environment, where I was the Secretary General, and I mentioned that the new development paradigm today has identified transitions for our development. And one of the major transitions is the rural sector, agriculture, forestry, and the rest, livestock. The intent of the head of state is to transition this country into an emerging state, or an emerging country, through agriculture. And it is no longer rudimentary agriculture. They desire to invest so we can move into the production sector, the transformation from non-timber forest products you saw into a product that can be commercialized. Now, this is an amazing example of the role women can play in that transformational, pathway. And the major challenge I see is the marketing. I would have loved to know how, we are supporting that process so they can market. Because at the end of the day, like they say, it is to contribute to the welfare of the family. And of course, you know what a woman's money can do in the family, irrespective of what your monies do. The income that the woman brings in the family drives the transformation you're talking of. Even when you pay school fees, there's a lot more you need to invest on the children to make them successful back in school. And these women, with this kind of organization and small, medium-sized enterprises, can drive the kind of change we want. Yes. Madame Galiga propose une révolution qui doit se faire au niveau du monde rural par rapport à la femme. Mais si j'ai bonne connaissance des textes en vigueur, il semble, vous pouvez me reprendre en tant que juriste, il semble que les femmes aient encore quelques difficultés à accéder à la terre. Où en sommes-nous aujourd'hui? Parce que pour cultiver, pour faire l'élevage, il faut avoir un espace. Elles accèdent à la terre, mais elles n'ont pas le contrôle de la terre. Il faut faire la nuance. Les femmes aujourd'hui ont accès à toutes les ressources, mais le problème c'est celui du contrôle de ces ressources. Elles peuvent
usus, usufruit, abusus, elles peuvent utiliser la terre, elles peuvent louer, elles sont héritières, elles peuvent s'en servir, elles peuvent cultiver des hectares, créer même des entreprises. Toujours grâce au président Paul Biya, c'est depuis 1996 que la femme peut faire les affaires sans obstacle, n'est-ce pas, avec la libéralisation des associations et des activités économiques. La femme mariée, déjà à l'époque, devait avoir l'autorisation du mari. Aujourd'hui, elle est capable de créer une entreprise. Je reviens sur le sujet, à savoir que l'accès à la terre, oui, elle peut créer des hectares, mais c'est le titre de propriété qui fait problème. Elle est héritière. Si le donateur, le père qui l'a placée comme héritière n'a pas clairement défini, et rien ne les empêche de le faire, s'il ne l'a pas clairement défini, la loi traditionnelle, la loi coutumière va essayer d'extorquer en disant non, tu es une femme, tu vas aller en mariage, et pourtant il y a des garçons, comme si le père qui l'a mise là comme héritière ne savait pas qu'elle était une femme. C'est ça toute la question, c'est la manière dont nous interprétons les textes qui posent souvent problème. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, à la faveur des programmes d'autonomisation, n'est-ce pas, il y a l'égalité des chances qui est vécue, c'est dans le vécu quotidien des Camerounais et des Camerounaises, l'égalité des chances sous le socle de l'inclusion sociale, inclusion numérique, inclusion économique. Nous avons suivi le discours du président de la République qui disait qu'il engage les jeunes à soutenir le programme d'industrialisation du Cameroun à travers l'import-substitution qui est inscrite en bonne place dans la SND, dans la stratégie nationale de développement. Donc, il y a l'égalité des chances. Les gens doivent donc comprendre qu'ils ont le pied à l'étrier. Le président nous a mis le pied à l'étrier. Il est question aujourd'hui de saisir la balle au bond, de saisir et d'identifier toutes ces niches d'opportunités qui vont nous permettre à la jeune fille de s'engouffrer comme ça dans tous les espaces qui sont disponibles, dans ces environnements qui sont propices, dans ces programmes de formation. Voyez-vous, la dame, elle n'est pas restée chez elle pour que vous alliez la chercher. Elle-même a dit, elle a fait des formations au Burkina Faso, elle a été en Guinée, elle a été au Gabon pour que le GIZ, pour que les Allemands viennent l'aider, il fallait bien qu'elle commence elle-même par faire quelque chose. Donc, on ne vous accompagne que si vous avez pris conscience de votre niveau de misère, j'allais dire, de votre propre condition, et vous décidez, vous prenez conscience qu'il faut sortir de là, vous en délivrer. Donc, tous les programmes sont là. Je voudrais intervenir sur l'accès aux terres. L'accès, oui, je voulais parce que je voudrais répondre là-dessus. Oui, je voulais renchérir pour dire que le problème d'accès aux terres revient à ce que je vous ai dit. Que la femme n'est pas la femme, la fille, la jeune fille n'est pas la fille des grandes villes, Douala ou Yaoundé. Non, c'est la femme rurale qui doit être formée. Elles sont 51%, mais nous avons dans les 51% au moins 40% qui vivent en milieu rural et qui n'ont pas justement accès à ces terres, non pas par le fait du gouvernement, non pas par le fait de la loi. Les textes sont clairs. Les enfants naissent égaux. Vous avez les mêmes droits, c'est-à-dire garçons et filles. Mais nous avons encore des coutumes réfractaires qui ne veulent pas que les femmes accèdent à certains droits. Merci de me prêter la perche. Sur ce plan, on évolue progressivement de la femme à la famille. Oui, voilà. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille, il y a un grand projet qui est toujours en gestation, en chantier au MINPROF. Où en est-on avec le Code de la famille au Cameroun? Le Code de la famille est dans des instances, des experts. Chaque année, c'est la même réponse. Oui, ça n'évolue pas manifestement sur ce plan. Le Code de la famille a été élaboré avec la consultation de toutes les composantes de la société. Bon. Maintenant, on attend que les instances, je veux dire compétentes en matière de code, de loi, promulguent, rendent possible ce code des personnes et de la famille. Je voudrais revenir justement pour aller dans le sens des copanélistes en matière d'accès à la terre. En fait, le problème de la terre, ce n'est pas la loi, effectivement. C'est ce patriarcat qui est encore très prégnant en zone rurale. C'est-à-dire qu'on estime que la femme ne peut pas avoir le contrôle
sur la terre. Donc, on privilégie le garçon. Mais je voudrais dire qu'en matière d'entrepreneuriat, je crois que le chef de l'État a compris qu'il est conscient du fait que le progrès ne peut pas se faire sans booster l'entrepreneuriat féminin. D'ailleurs, je me rappelle lors du comice agropastoral à Ebolva, il a pris le temps de magnifier l'action de la femme rurale qui nourrit pratiquement tout le pays et contribue au maintien de la sécurité alimentaire dans notre pays. Alors maintenant, les femmes doivent être accompagnées dans ces petites et moyennes entreprises. Il y en a qui sont déjà vraiment installées, mais la petite femme a besoin d'être accompagnée. Et je voulais aussi dire que la promotion de la femme est une question transversale. Ce n'est pas simplement le ministère de la promotion de la femme, il y a le ministère de l'Agriculture, il y a le ministère des petites et moyennes entreprises, il y a des affaires sociales, etc. Et c'est pour cela que nous sommes fiers du fait que depuis quelques années, sous la haute impulsion du chef de l'État, il y a ce que nous appelons aujourd'hui la budgétisation sensible au genre. C'est-à-dire que lorsqu'on prépare les budgets, les programmes, la planification, le ministère de la promotion de la femme et de la famille veille à ce qu'il y ait la prise en compte des femmes dans tous les budgets des administrations. Et cette budgétisation sensible au genre s'adosse à la loi de finances. Donc, je pense que l'entrepreneuriat féminin, d'ailleurs au ministère de la promotion de la femme, nous avons tout un programme sur l'autonomisation économique des femmes en lien avec les ODD, l'ODD numéro 5, qui veut que toutes les femmes soient autonomisées d'ici 2030. Alors donc, ce programme-là nous amène à accompagner les femmes dans leur entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat féminin est la clé. Il faut les former à la gestion financière, à la gestion des activités génératrices de revenus et à tout. Et je vous ai dit que les centres de promotion de la femme font déjà ce travail, tout comme le centre qu'évoquait Madame le maire, pour que la fille, dès son adolescence, réfléchissent déjà à un projet qu'elle peut mettre en place et qu'elle peut développer. Si mes informations sont bonnes, il y avait un goulot d'étranglement en matière d'accès au crédit bancaire pour les femmes. Les titres fonciers. Alors, je voudrais poser la question, comment faire sauter ces verrous? Yeah, I think I really need to do justice to myself to talk on the issue of land. You know, when I listen to what is said, we cannot deny that land conflicts, Madame le Maire, is a serious issue in our nation. Yeah. The land conflict issue, the problem is the impact is more on women. Yeah. I think that's where the issue is. And because women are most impacted, that's where you see the issue of women's land use rights, unquote. There is no law that discriminates women, not at all. As most other laws, the impact is more on women. And the big issue is the land use pattern in our country. Land use planning is an expensive and complex process. We have started, the head of state, of course, has ensured that the process has started, but it is not yet complete because of the cost, the complexities. It is ongoing from region to region. So what's the impact? Because there are multiple conflicting uses, when you come and say, oh, this is a piece of land for national development, there's a woman there who didn't have land title. There's a woman there who was doing her farming on a daily basis. She's evicted, and the nature of her business is not one you can compensate her. Not because the law is biased, but because the land use law affects everybody, but she's the most impacted. Yeah. I think that's the major issue. And the recommendation is, if we need to redress it, we need to invest enormously to do a land use planning. It would help.
to reduce some of the land conflicts that come to you. Now, on the issue of access to finance, this has to do definitely more with the business, the private sector, the financing sector, and the financing policies. Again, and I would say in the same vein, which is not discriminatory, but the conditionalities of access are such that women are most impacted. Of course, there are many men who don't have land titles. And so if you go to get a loan, it's an issue. Yeah. But if you look at the proportion of women who don't have land titles compared to the men, you will see the women are most impacted, especially because women need small, financing and the banks, they don't see the benefit, they see the risk. The risk is very high and it's only based on risk. So you need, just as we do with the quota system, you need some very progressive measures that can ward the women off those conditionalities. And I think the state is doing a lot in terms of state financing for women's activities. Yeah, ladies, we'll continue with our conversation, but we'll go to our last segment to talk about Chantal Biya, who has been there side by side with her husband in the policies that support women's promotion and protection. Maybe we will begin with this report. Happy is he, like President Paul Biya, who has been able to give himself a model wife, always attentive to his policy. Through her social action, Chantal Biya is today considered an unwavering supporter of the social policy of the head of state, Paul Biya, particularly in the promotion of the rights of the woman. Annie Priska Esse tells us more. Égalité de genre, promotion, épanouissement, autonomisation de la femme et respect de ses droits constituent l'essentiel des actes qui structurent la politique du chef de l'État Paul Biya en faveur de la femme, à la fois force politique et dividende démographique. Elle représente 51% de la population. Dans cette démarche, l'homme n'est pas seul. Il reçoit de façon permanente et efficace le soutien de la première dame, Madame Chantal Biya. En matière de promotion des droits de la femme, l'épouse du chef de l'État travaille à l'amélioration de ses conditions de vie à travers plusieurs initiatives qui reçoivent par ailleurs l'onction de son illustre époux. Cela se ressent sur plusieurs plans. Dans l'éducation, elle soutient toute initiative visant à améliorer l'accès des filles à l'éducation. Des dons sont ainsi distribués dans nombre de localités du pays par le biais du Cercle des Amis du Cameroun, dont elle est la présidente fondatrice. Pour réduire les inégalités entre les sexes, elle encourage et apporte des appuis aux programmes tels que Opération 100 000 femmes, formées aux technologies de l'information et de la communication. La plus récente cuvée compte 103 350 femmes formées à l'Institut africain de l'informatique, représentation du Cameroun, IAI. Autant d'actions qui lui ont valu le prix de leadership féminin africain et le titre d'ambassadrice du numérique pour la femme le 12 août 2017. Sur le plan de la santé, Madame Chantal Biya est l'initiatrice de plusieurs structures telles que le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine CRASER, dont les activités contribuent au bonheur de plusieurs femmes qui connaissent désormais la joie de l'enfantement. La lutte contre le VIH-Sida n'est pas en reste. Avec l'appui de ses sœurs africaines et plusieurs organisations non gouvernementales, la première dame camerounaise œuvre avec Synergie africaine à redonner de l'espérance aux victimes de cette pandémie. Le Cercle des Amis du Cameroun, au-delà du sourire qu'il apporte aux jeunes scolarisés, redonne du sourire à la femme rurale à travers des dons divers et variés, comme le matériel agricole et même des appuis financiers qui leur permettent de créer des activités génératrices des revenus en vue de leur autonomisation.
Au plan international, elle a représenté le Cameroun à divers forats internationaux sur les droits des femmes, contribuant à sa manière à faire entendre la voix de la femme camerounaise sur la scène mondiale. Tout bien considérer les efforts de la première dame camerounaise aux côtés de son illustre époux, le président Paul Biya, s'inscrivent dans le cadre de l'accompagnement de la politique du chef de l'État en matière de développement et de promotion des droits des femmes. Sa participation active et régulière au défilé du 8 mars constitue en elle-même un marqueur, tout un symbole. Well, thank you very much, Priska Esse. And before I proceed, I just want to read this quote from Chantal Biya. Women should pool their efforts to advocate for the promotion of female leadership in all domains and the protection of women and girls against sexual exploitation and abuse. Now, Prof, you are probably into all this advocacy. What is the reality when Chantal Biya is talking about this? Women should pool together their efforts to fight this monster. What is the reality on the ground as you face it in your advocacy work? Oui, sur le terrain, nous disons déjà aux femmes qui semblent être divisées sur certaines questions, car la vérité, la première dame le dit et le redit très souvent, si les femmes étaient unies et solidaires, elles relèveraient tous leurs défis. En fait, c'est tout le sens de cette citation. Nous devons nous mettre ensemble. Il est impensable, inimaginable que 51% de la population, n'est-ce pas, ce poids démographique, si ces femmes mettaient ensemble leur volonté, leur engagement, comme elles savent le faire en famille, elles déplaceraient des montagnes. Donc en matière de leadership, effectivement, et c'est cela qui nous donne du cran, du courage et de la verve lorsque nous nous engageons inlassablement, c'est parce qu'effectivement, elles luttent contre les vulnérabilités, mais surtout le leadership de la femme, j'aime à le dire, commence dans sa maison, dans sa famille, quand elle a perdu toute confiance en elle, parce qu'elle n'a pas pu faire des enfants, parce qu'elle n'a pas pu jouer ce rôle inné et naturel que Dieu lui a donné, aller multiplier et assujettisser la terre. Elle est la risée de sa famille, de sa belle famille, parce qu'elle ne peut pas faire d'enfants. Je vois le Crasser, je vois ce centre qui a essuyé les larmes des femmes. Et à côté, nous mettons la mutuelle d'inclusion sociale et de solidarité, qui est ce bras économique de More Women in Politics, à l'exemple, n'est-ce pas, de ce que la première dame fait pour estomper et réduire progressivement, sinon les abdiquer, n'est-ce pas, les vulnérabilités des femmes et les amener à proclamer et à vivre et à affirmer fièrement leur leadership. Une femme ne peut pas affirmer son leadership si elle n'est vulnérable, si elle n'est pas autonomiquement capable à la rentrée, de rentrer à la maison, de dire, bon, j'ai déjà acheté les fournitures des enfants. Monsieur dit, ah bon? Mais je croyais que cette année, c'est moi qui achèterais comme d'habitude. Elle dit non, mais je suis déjà autonome, je fais le Made in Cameroun, comme cette jeune fille qui me fait ce chapeau. C'est du génie créatif. C'est-à-dire qu'il faut soutenir ce genre d'activité. Quand elle rentre chez elle, elle est capable d'acheter le goûter pour les enfants. Et le mari sait que, elle sert à quelque chose, comme on aime à dire dans nos coutumes, elle sert à quelque chose parce qu'elle est là, elle affirme son leadership. Et avant de lui dire n'importe quoi, on retourne la langue par plusieurs fois avant de la chosifier. Maintenant, il y a le volet lutte contre plaidoyer et lutte contre l'exploitation sexuelle de la jeune fille. Effectivement, tout cela se tient, tout cela se tient dans la mesure où une fille qui n'est pas autonome, qui n'est pas financièrement capable, qui n'est pas capacité, qui ne peut pas coudre un vêtement, qui ne peut pas créer un centre de soins, qui ne peut pas être dans les petits métiers et pourvoir à ses propres besoins, ma foi, elle devient vulnérable et elle s'offre au premier venu. Ce n'est pas, c'est vraiment une faiblesse, mais nous sommes dans une logique
de renforcement des capacités. Nous avons créé Global Capacity Building Foundation. Dans cette fondation, effectivement, avec IAI Cameroun, je suis contente de voir mon ami Armand Claude Abanda. Nous avons formé près de 400 femmes dans les hauts plateaux, près de 200 femmes à l'Est, et à qui nous avons offert des ordinateurs à travers les centres de promotion de la femme et de la famille. Pourquoi? Pour venir contre l'exclusion numérique. C'est très important d'inclure toutes les femmes, notamment dans les zones rurales, sous le levier de l'inclusion, pour qu'aucune femme ne se sente en marge de la locomotive du développement et qu'elle puisse s'affirmer, évidemment, sans complexe, parce qu'elle sent qu'elle est importante. On commence à atterrir, à chercher la voie de sortie. Vous avez suivi ce reportage qui rappelle les activités de la première dame camerounaise aux côtés de son illustre époux, le chef de l'État Paul Biya. Comment appréciez-vous cette contribution à la politique sociale du chef de l'État? Oui, c'est moi. Bon. Madame Fampour, merci. En plus, nous voulons déjà saisir l'occasion que nous offre cette tribune de saluer l'œuvre humanitaire de cette grande dame. Et vous savez, la première dame est allée au-delà de la parole. Elle est maintenant dans les actions. Et je l'ai dit tantôt, nous qui avons eu la chance de bénéficier de quelques magnanimités du président de la République, nous devons tirer nos sœurs de là où elles se trouvent. La première dame l'a compris très tôt. Et pour cela, pour ce faire, comme elle a dit, il faut se mettre, elle a créé des associations, notamment le CERAC, vous avez vu, qui fait le tour des villages, qui va avec toutes ces femmes rurales, leur apporter de l'aide, qui va dans ces villages construire des centres hospitaliers, qui part rénover des salles de classe pour que les enfants puissent accéder à l'éducation, comme nous l'avons dit. L'éducation est la base de la femme, de la jeune fille, est la base de toutes choses. Et la première dame l'a compris très tôt. Aujourd'hui, la femme n'est pas seulement lésée sur le plan éducationnel, mais elle est également lésée beaucoup plus sur le plan sanitaire. Parce que dans les zones rurales, on voyait des femmes donner naissance sur les nattes, dans des conditions précaires. Maintenant, la première dame a dit non à tout cela. Vous voyez dans les centres hospitaliers qui portent son nom, qu'elle a créé, le CRACER, qui reçoit régulièrement des femmes en difficulté, qui n'ont pas pu créer, soit qui ont pu mettre au monde des enfants handicapés, et on les reçoit gratuitement à ses frais. Et vous avez également Synergie africaine. Elle a réuni autour d'elle, elle a fait un plaidoyer auprès de ses consoeurs, les autres premières dames d'Afrique, à l'effet de lutter contre le sida, le VIH. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a une nette régression du taux de prévalence du VIH, et grâce au plaidoyer de la première dame. Donc, les actions de la première dame ne sont plus à citer ici, c'est visible. Il ne se passe pas un mois sans que la première dame, à travers ses ONG, à travers ses associations, ne descende sur le terrain, aille vers les femmes surtout, pour que toutes ces femmes puissent avoir le sourire. La première dame agit plus qu'elle ne parle. You just got my watchword, so I don't know what to say, because when I watch that, in English we say actions speak louder than words. Okay. That's what, you know, the englobing word in terms of what Madame Chantal Biya is and has done for her husband and this nation. I want to look at it from the point of view of a wife. I'm a Christian woman, and the Bible tells me, and I believe because I'm a wife, that when the men sit at the city gate to drink, to chat, their pride is their wife. It's the woman that makes you proud. And we can see the charm in this woman. I really wanted, it's something everybody will react more to than the words. If you went down to do, you know, a count
of who has heard what she has said, what has she said. People may not tell you what she has said. They will tell you what she has done. Yes. Because her actions have been so eloquent, delivered so charming. The day you see her marching with the women, the life in her, the joy, the happiness is what should characterize a woman to accompany a man, to move a nation the way she does. Secondly, I think substantively, Madame Le Maire said it in terms of her focus. And to be honest, we have seen at the highest political level, the First Lady mobilize and move women whose husbands belong to those high political positions. It's unprecedented because every woman is held to be accountable to the community where she comes from. I think above it, this is a very strong impact. She gets the women to get back to their community and relate with the woman down there in the grassroots. I want to tell you, if you meet the widows in those communities, they have a story to tell you about Madame Chantal Biya because of the impact on her life. We talked recently about, you know, the issue of land rights and we didn't mention widows who are one of the biggest victims because of our culture and our traditions. But the recognition that is given to them, you know, to ward off those traditional biases, stereotypes, cultures that continue to hold them back, makes them the most vulnerable group that need to see the head of state send the wife to come to talk to them, to give them those gifts. The impact is beyond imagination. That's what I see and I understand in the lady, Madame Chantal Biya. Yes, thank you very much, Madam. Now, Madam Inspector General, we've heard about Madame Chantal Biya, her efforts to have her husband's policies effected and so forth. But how do you receive her policies and projects and programs there in the ministry? Merci beaucoup. Je crois que le mot qui me vient en tête lorsqu'on parle de Madame Chantal Biya, c'est merci. Les œuvres de la Première Dame, on ne peut plus les dénombrer en termes de santé, d'éducation, d'appui à la femme rurale. Et pour nous, au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, elle est notre modèle de leadership féminin. Parce que le leader, c'est celui-là qui tire les autres vers le haut. Et Madame Chantal Biya ne se contente pas de travailler avec les femmes qui sont déjà... Elle va chercher la dernière femme rurale, la dernière jeune fille pour lui procurer un bien-être en termes de santé, en termes d'éducation. Donc, et quand elle dit, elle parle, elle demande aux femmes de se mettre ensemble, c'est pour qu'on copie sur elle, qu'on copie ce qu'elle fait. Si les femmes se serrent les coudes, elles peuvent déplacer des montagnes. Elles peuvent déplacer des montagnes. Donc, soucieuse de la condition de la femme, je crois que la Première Dame nous donne là une leçon de vie pour que les femmes se mettent ensemble pour tirer les autres vers le haut. Et en termes de jeunes filles, la femme doit également jouer pleinement son rôle dans l'éducation de l'enfant. Et je vais revenir sur la famille. Parce que des fois, vous serez surpris que l'exploitation de la jeune fille, parfois, est le fait même de sa propre famille. Donc, il est question que les femmes veillent sur l'éducation de la fille, qu'elles veillent sur l'éducation de la fille, parce que c'est cette fille qui est la femme de demain. Donc, merci vraiment à la Première Dame, merci de tout cœur, c'est notre... Et s'agissant de la célébration de la journée, je ne peux pas partir sans le dire. Dites-le, nous sommes... S'agissant de la célébration de la Journée internationale de la femme, Madame Chantal Biya est notre marraine de chaque année. Et elle descend au boulevard. Elle a pris en 2007... Le boulevard du 20 mai à Yaoundé. Le boulevard du 20 mai à Yaoundé. Elle a pris la tête du défilé. Oui, en 2007. Et elle a signé
un tableau où elle dit clairement « Je dénonce les violences faites aux femmes et aux filles ». Et elle l'a signé de sa propre main. Donc, une façon également pour nous, les femmes camerounaises, de dire merci parce qu'elle est à la tête. Quand nous célébrons la femme, elle est là pour nous accompagner, pour nous soutenir. Et nous avons confiance que derrière un grand homme, se tenant une grande femme, le chef de l'État écoute à l'oreille et comprend qu'il faut aller plus en avant dans la promotion de la femme. Yes, thank you very much indeed, ladies. As we conclude the program, maybe we'll just have your last word in a few seconds. Just this, what's your last word, your take home? My take home from here is that the high political leadership that we have has provided opportunities which women need to capture, you know, in defense of their rights, to empower themselves, and to be sure that they can contribute in the development process of this country at the same level and strength as the men can do in this country. Yes, Madame Mayor. Oui, je dirais comme mot de fin que le gouvernement camerounais, avec à sa tête le président de la République, a tout mis en œuvre pour que l'épanouissement de la jeune fille et de la femme soit effectif dans notre pays. Mais il revient à nous autres, à travers nos coutumes, nos us, de tout faire également pour comprendre que la femme, la fille d'aujourd'hui sera la femme de demain. Et nous en avons besoin pour que notre société soit développée. Madame l'inspecteur général, votre mot de fin tout à l'heure, c'était merci à la Première Dame pour l'immensité de son... En avez-vous un autre? Merci à la Première Dame encore. Merci infiniment au chef de l'État. Et je voudrais simplement, comme disent les autres, que les femmes, que nous prenions conscience de la place que nous occupons dans le cœur du couple présidentiel et de saisir la balle qui est là pour accompagner le chef de l'État dans le progrès, dans l'émergence du Cameroun. Professeur Dufo. Oui, je vais le dire la main sur le cœur. Je voudrais remercier infiniment le président de la République pour l'œuvre rocambolesque de transformation de notre pays, et notamment pour son œuvre humanitaire. Vous savez, les grands esprits s'attirent. Le président Paul Biya ne fait exception de personne. Nous autres qui étions dans la poussière de Nubel, aujourd'hui, nous voici à la présidence de la République. Sur le plateau de PRCTV. Sur le plateau de PRCTV, personne ne fermera ma bouche pour ça. Donc le président de la République est un homme de distinction. Il a à côté de lui une femme de gloire. Dans notre église, nous appelons la Première Dame femme de gloire. Parce que Proverbe 31, verset 30 dit, une femme qui est honorée, qui est louée, élève son mari aux portes du pays. C'est grâce à elle qu'on peut dimensionner, redimensionner, élever, magnifier l'œuvre du président de la République. Elle n'est pas seulement restée une femme, mais ambassadrice des bonnes volontés de l'UNESCO. Il faut réussir à le faire. Je voudrais dire que toutes les femmes camerounaises essayent de faire un peu quelque chose par elles-mêmes à l'image de la Première Dame. Thank you very much indeed. Just to thank our colleagues who are there, the journalists, the technicians and related professions for the success of this program. Jean, you conclude. Toutes elles sont satisfaites de la vision du chef de l'État Paul Biya en matière de promotion de la femme. Toutes en treillis ou en képi, en écharpe ou en combinaison d'entrepreneurs, elle salue la mise en œuvre de la politique de la promotion de la femme et s'incline pour saluer l'action immense d'accompagnement de la Première Dame camerounaise, Chantal Biya, aux côtés de son illustre époux, Paul Biya. Toutes, elles réclament, je veux dire, elles sollicitent du président de la République qu'il achève ce qu'il a si bien commencé. Proposition pratique numéro 1, fixer. Oui, fixer les quotas par un texte d'application de l'article 298 du Code électoral relatif à la représentation sociologique lors des scrutins des listes. Et les échéances ne sont pas aussi lointaines, les législatives, les municipales.
Bientôt. Autre proposition pratique, accompagner la femme entrepreneur sur les voies d'accès à la terre, au crédit bancaire. Les femmes camerounaises ont toujours su où toucher pour trouver une oreille attentive. Leur illustre interlocuteur, je veux dire le président de la République, saura aussi trouver le mot juste pour les satisfaire. Pour leur dire, mesdames, je vous ai comprises. Face à la République, on se retrouve à la prochaine édition. Ce sera celle d'avril 2025.